tous les dimanches, 1h-2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux qui sera consacrée à la coopération entre Haïti et le Brésil, l'histoire d'Haïti, l'intervention de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes et puis nous parlerons de la nécessité pour Haïti de conserver ses biens culturels. Nos invités, le ministre brésilien des Affaires étrangères, M. Nunes Ferreira, M. Peter Frisch de la Maison des Champs qui nous parlera de la publication de l'autobiographie de Thomas Madiou et les 2 tomes d'histoire d'Haïti de Jean Fouchard. Notre troisième invité, le professeur américain Robert McGuire, qui a publié un ouvrage intitulé Who Owns Haiti, qui sont les propriétaires d'Haïti. Et puis notre quatrième invité, l'américain Richard Curran, haut responsable du Smithsonian Institute. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon Mac, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer au soir mettre caille. Éco de bon gain tout sans besoin, construire bien j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, beaux outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Si ranger beau construction, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite, pour caille fait. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors nous avons le privilège d'avoir avec nous le ministre brésilien des Affaires étrangères, M. Nunes Ferreira, qui est actuellement en visite en Haïti et qui va partir. M. Ferreira, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est pour moi surtout un privilège d'être ici en Haïti. Nous avons tenu une réunion très importante avec le Premier ministre et son équipe, une réunion de très haut niveau, où nous avons pu faire un bilan de nos rapports de coopération qui se développent sur beaucoup de domaines et sur une base d'amitié, de compréhension réciproque entre nos deux peuples. Et hier, une cérémonie émouvante pour moi qui a été le dernier relève de commandement des troupes brésiliennes qui sont ici dans le cadre de la MINUSTAH, la mission des Nations Unies. Alors, quels ont été les grands thèmes débattus lors de vos conversations avec les officiels haïtiens, notamment le Premier ministre? Oui, ce sont les thèmes surtout de coopération. Coopération dans le domaine de la santé. Vous savez que nous avons ici en Haïti le plus important projet de coopération sud-sud dans le domaine de la santé. Ce sont 3 hôpitaux qui sont déjà en fonctionnement, dont on sera objet d'un hommage à Dr Zilda Hans, qui est un médecin brésilien qui est mort ici pendant le tremblement de terre. Et nous avons parlé de la poursuite de ce projet, de l'approfondissement de cette coopération dans le domaine de la santé. Par exemple, la construction et la mise en opération d'un centre chirurgical, formation professionnelle, gestion hospitalière. Et donc, la santé, on a une agenda très importante. Notre ministre de la Santé viendra bientôt, je crois ce mois-ci, en Haïti. Puis nous avons parlé de coopération dans le domaine agricole, parce que le Premier ministre a souhaité que nous puissions envoyer en Haïti une mission de notre centre de recherche agricole, EMBRAP, qui est très qualifié, surtout dans le domaine de l'agriculture tropicale.
Nous sommes forts dans le domaine du coton, par exemple, qui intéresse beaucoup à l'Haïti. Nous avons discuté aussi de la coopération dans la structuration de la police nationale. J'ai invité le directeur de la police nationale à visiter le Brésil pour connaître notre expérience des polices, de sécurité, des forces de sécurité, des polices, où nous avons beaucoup de défis communs. Parce que vous savez, au Brésil, il y a comme en Haïti, des régions où le taux de criminalité est très élevé. Et bon, mais nous avons fait de bonnes choses là-bas et nous pouvons transmettre notre expérience, y compris pour éviter les erreurs que nous avons commises. Quoi encore? Oui, puis nous avons parlé de choses plus courantes comme question d'un terrain au Brésil et pour la construction de l'ambassade. Mais surtout, c'est que nous avons parlé de la présence brésilienne ici et de la présence haïtienne au Brésil. Parce que, comme vous savez, nous avons un grand nombre d'Haïtiens qui vivent au Brésil aujourd'hui, qui sont très bien accueillis au Brésil. Leur présence au Brésil est un facteur d'enrichissement culturel pour nous. Et ils deviennent brésiliens dans très peu de temps parce que ils sont chez eux au Brésil comme nous sommes chez nous en Haïti. Alors, on sait que la MINUSTAH va partir, les soldats brésiliens, donc ils vont se retirer progressivement d'Haïti. Quel bilan, vous-même au Brésil, vous tirez de votre présence, la présence de vos soldats ici en Haïti pendant toutes ces années? Oui, ce sont 13 années qui ont, je crois qu'on peut laisser un bon souvenir parce que nous avons contribué non seulement avec le peuple haïtien, non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan humanitaire. Nous avons été très présents lors des catastrophes qui se sont abattues sur l'Haïti, les tremblements de terre, le ouragan. D'ailleurs, 18 militaires brésiliens ont perdu la vie dans le tremblement de terre, conséquence du tremblement de terre. Et nous avons contribué, je crois, à la stabilisation du pays. Pour les Brésiliens aussi, ça a été, à part le bon souvenir, c'était aussi une opportunité de qualification dans ces domaines de maintien de la paix, n'est-ce pas? Où le Brésil, c'est quelque chose qui nous qualifie, qui identifie notre présence internationale parce que nous sommes des partenaires fréquents des missions de paix des Nations Unies depuis 70 ans déjà. Et nous sommes toujours en train d'apprendre et nous avons beaucoup appris ici en Haïti sur comment mieux mener à bien ce genre de mission. Alors, monsieur le ministre, est-ce que, après le départ des troupes de la MINUSTAH, la coopération brésilienne ne va pas connaître un certain ralentissement? Que pouvez-vous promettre à la population et au gouvernement haïtien? Oui, nous avons discuté aujourd'hui surtout sur le lendemain du départ de la MINUSTAH. Nous avons des projets de coopération qui existaient déjà avant la MINUSTAH et vont continuer après, n'est-ce pas? Et maintenant, dans le domaine de la sécurité, c'est à la force de police nationale qui doit prendre la relève. Je crois qu'ils sont en mesure de le faire et ils pourront toujours compter sur nous dans notre niveau de collaboration autre que la présence des troupes militaires. Haïti souhaite créer une force de sécurité et de défense. Est-ce que cette question a été évoquée? Est-ce que le Brésil serait prêt à appuyer techniquement ou bien, par exemple, les bases que vous avez ici en Haïti, des soldats brésiliens? Est-ce que vous comptez passer des équipements aux Haïtiens? Est-ce que c'est possible? Oui, le gouvernement haïtien a déjà présenté une demande au gouvernement brésilien qui est en train d'être étudiée par notre ministère de la Défense. Je pense que nous pourrons céder une partie des équipements qui font partie de nos bagages
laisser une partie ici en Haïti. Mais ça, c'est une affaire qui est en train d'être étudiée avec toute la bonne volonté du monde par notre ministère de la Défense. Alors, monsieur le ministre Delez, est-ce que le Brésil sera présent au sein de la MINUJUST, la nouvelle mission qui va remplacer la MINUSTA? Je ne sais pas encore. Maintenant, c'est la mission. La nouvelle mission est une mission plutôt dans le domaine de la police, n'est-ce pas, et de la structuration du système judiciaire. Nous sommes tout à fait disponibles, mais je ne sais pas encore. Ça dépend de... c'est une mission des Nations Unies, n'est-ce pas? Donc, c'est à eux de nous demander. Un point important, le président de la République vient de lancer ce qu'il appelle la caravane du changement. Vous avez parlé de l'aide que le Brésil pouvait peut-être partager, ses expériences dans le domaine agricole. Est-ce qu'il y a un travail qui peut se faire au Brésil pour permettre aux entreprises brésiliennes de venir travailler en Haïti, pour créer des emplois notamment? Je pense que la stabilisation politique qui vous venez d'achever, avec les élections, les résultats des élections, est un facteur important pour l'attrait d'investissement brésilien ou d'ailleurs. Ça, c'est une affaire du monde de l'économie privée, n'est-ce pas? Mais notre ambassade est tout à fait disponible pour organiser des missions d'entrepreneurs brésiliens en Haïti ou même vice-versa. Je crois qu'il y a eu déjà une mission d'entrepreneurs dans le secteur textile qui est venu ici il y a un an, je crois. Là, je vois une opportunité. Mais vous savez que le Brésil est à peine en train de sortir d'une grave crise économique. Pendant 2 ans, au cours de 2 ans, nous avons perdu presque 10% de notre produit intérieur brut. Et maintenant que les entrepreneurs commencent à prendre souffle. Et dans la mesure où nous sortions de notre crise économique, notre brésilienne, je crois que de nouvelles opportunités d'investissement en Haïti vont se présenter. Alors vous dites que la communauté haïtienne actuellement au Brésil, elle se porte bien, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, comment elle est accueillie, comment elle s'est intégrée dans la société brésilienne? C'est des gens, ce sont des hommes, des femmes qui ont un niveau de qualification en général plus haut que la moyenne de la force de travail brésilienne, niveau de scolarité supérieure, et qui sont très entrepreneurs, des gens qui travaillent dur et qui sont allés au Brésil pour y rester. Et qui sont donc, ils font déjà partie de la famille brésilienne. Donc elle s'y intègre? S'y intègrent et nous sommes toujours les bras ouverts pour le reste. Alors pour terminer, monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous avez un message pour la population haïtienne à propos de la coopération entre le Brésil et Haïti au terme de cette visite que vous avez effectuée ce week-end en Haïti, monsieur le ministre? Je crois que au-delà des accords de coopération, des accords entre gouvernements brésiliens et haïtiens, je crois qu'il y a un fond commun de sympathie, d'identification, un fond commun immatériel, je disais, d'affinité culturelle, et qui est à la base de tout progrès qu'on puisse faire dans le rapport entre les deux États, n'est-ce pas? Et je crois que la radio est un instrument important pour tisser ces liens qui existent déjà dans le champ, dans le domaine culturel. Vous aimez notre musique, nous aimons aussi votre musique, vos artistes, n'est-ce pas? On m'a offert un cadeau qui est très très beau, un produit artisanal que je vais apporter au Brésil. Et donc, je crois qu'il y a des réseaux, il y a des liens d'affinité qui favorisent le développement et la poursuite de nos rapports de coopération, d'investissement et d'autres. Les Haïtiens sont fans de football du Brésil. Ils sont fans de football au Brésil. Ce fameux match de la paix est resté dans la mémoire des Haïtiens et des Brésiliens aussi. Et je rêve de remettre ça, un autre match, le match de la solidarité, le match de l'avenir. Emmener Neymar en Haïti. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup et bon voyage. C'est pas pour vous, merci.
Alors, comme annoncé, nous avons avec nous comme invité aujourd'hui M. Peter Frisch de la Maison Deschamps. On va parler de la publication de cette autobiographie de Thomas Madiou, peut-être le premier historien haïtien. Peter Frisch, bonsoir. Alors, bonsoir Rothschild et bonsoir aux auditeurs. C'est un plaisir de pouvoir partager cette expérience qu'a été la publication de cette œuvre jusqu'à présent inédite et qui était restée dans les tiroirs de famille, et l'autobiographie, ce qu'on pourrait appeler les mémoires du grand historien Thomas Madiou, connu de tout le public, tant haïtien qu'international, pour sa magistrale Histoire d'Haïti, qui existe aujourd'hui en 8 volumes, et qui couvre de la découverte d'Haïti, l'arrivée plutôt de Christophe Colomb en 1492 pour arriver jusqu'à 1843, année à laquelle il s'était arrêté pour la rédaction de son Histoire d'Haïti. Mais cette histoire couvre surtout, essentiellement, et à partir de 1789, tous les événements et de la période révolutionnaire qui a conduit à l'indépendance d'Haïti, et donc les premières années de cheminement d'Haïti comme pays indépendant. Alors vous-même, Peter Frisch, vous êtes descendant direct de Thomas Madiou. Et oui, en effet, parce que ma grand-mère est Lucienne Deschamps, née Boutin. Sa mère à elle, donc mon arrière-grand-mère, s'appelait Marguerite Madiou, et elle était la petite-fille de Thomas Madiou. Donc notre famille descend directement de Thomas Madiou, et c'est comme ça que nous avons été détenteurs de ce manuscrit qui, pendant longtemps, la famille avait eu une certaine retenue à publier cette autobiographie qui, à l'origine, il faut l'avouer, l'auteur l'avait surtout écrite pour ses enfants. Et c'est dit dans le début, dans les préliminaires de son autobiographie, il écrit lui-même que c'est le rôle d'un père et de mettre sur papier les informations pour ses enfants, leur permettant de connaître de quelle famille ils sont issus et les grandes lignes de la vie de leur père. Donc c'était ça l'objectif. Mais il se trouve que des années, pour ainsi dire, plus d'un siècle plus tard, exactement 133 ans après la mort de Thomas Madiou, et ce qu'il a écrit en termes de son expérience, son vécu en Haïti en particulier, et sa participation comme acteur dans différents gouvernements, allant de Boyer jusqu'à Salomon, présente un intérêt pour le grand public haïtien, parce que ce sont des témoignages de grande importance, et les analyses que Thomas Madiou a eu à faire sur son époque restent même en plusieurs points d'actualité aujourd'hui. Alors, vous avez attendu 133 ans pour publier cette autobiographie, les mémoires de Thomas Madiou. Donc, vous dites que ces documents étaient en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé maintenant de publier ces textes, Peter Frisch? Bon, alors, je dois dire qu'effectivement, Thomas Madiou a rédigé son autobiographie pendant qu'il était en exil, et après la chute du président Domingue, et durant les premières années du gouvernement de Boiron-Canal. Donc, ça avait été en fait une manière de pouvoir meubler son temps. C'était un homme, un intellectuel, c'était quelqu'un de l'écrit, et quelqu'un qui était aussi un grand travailleur, un grand bosseur. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas rester à ne rien faire. Donc, il a meublé son temps d'exil à rédiger cette autobiographie. Et après être retourné d'exil vers la fin du gouvernement de Boiron-Canal, il avait laissé ses manuscrits en France. Et ces manuscrits sont restés enfermés
dans des armoires et en France jusque au milieu du XXe siècle, jusque dans les années 1950. Et à ce moment, Madame Henri Deschamps, qui en était dépositaire, a décidé de les rapatrier en Haïti et de déposer ces manuscrits à la bibliothèque des Frères de l'Instruction chrétienne pour être conservés. Et ils sont restés là pendant de très nombreuses années. Il n'y avait pas une volonté de les publier ou de ne pas les publier. C'était tout simplement, un manuscrit de l'ancêtre et que, c'était gardé là, c'était conservé là. Et je dois dire que quand, dans les années 1980, quand j'ai eu connaissance de ce texte-là, et ça m'a passionné, et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à publier là, il y a de la matière. Et je me rappelle à l'époque, c'était à la fin des années 80, j'ai même remis ce manuscrit à Jean Fouchard à l'époque pour lui demander son avis sur ce texte. Et à l'époque, il m'a répondu après 3 semaines, quand il me l'a rendu. Il me l'a dit à l'époque il était plus que temps que de publier cet ouvrage, que ça méritait d'être publié. Et tous les méandres de l'activité, le contexte de tout ce qu'a traversé Haïti et dans les années, dans ce qu'on peut appeler la dernière décennie du XXe siècle, première décennie du XXIe siècle, on ne s'y est pas penché. Et quand nous avons décidé au niveau de la famille qu'il était temps, vraiment maintenant, et que c'était un devoir de publier cette œuvre, on s'y est attelé. Mais ça a quand même été une tâche relativement laborieuse, puisque à l'époque, il n'y avait pas de même tapuscrit, il n'y avait pas d'ordinateur où on avait une version clé USB du manuscrit de Thomas Madiou. Il a fallu rédiger ceci, recomposer, disons, ce texte manuscrit de Thomas Madiou. Et ce n'est pas d'une écriture facile à lire, je dois vous dire. Il avait une petite écriture très petite et très fine. Et après avoir fait la retranscription de cet ouvrage, et puisque à l'origine il l'avait écrit pour sa famille, et non pas dans l'esprit d'en faire un livre tout public, il y avait beaucoup d'éléments qu'il mettait dans le livre qui étaient d'ordre vraiment purement familial, et des anecdotes familiales, des informations sur des propriétés de famille, et comment que sous Dessalines et la famille avait été remise en possession, et il reproduit les titres de propriété, et il raconte que c'était comment on appelle ça, dire le général un tel responsable de l'arrondissement de l'Arcahaie, et accompagné de l'arpenteur un tel et du notaire un tel pour aller refaire les abornements de la propriété. Donc il y a des tas de cas tout le long du récit qui sont de cette nature, et que nous avons estimé que ceci risquait de créer pas mal de lourdeur dans le texte pour un grand public. Là où ça peut présenter un intérêt pour les descendants directs des membres de la famille, et tous ces éléments pouvaient un peu enlever l'intérêt que les éléments d'ordre public pouvaient présenter. Nous craignons surtout que tout le début parlait d'éléments très familiaux, que je suis cousin à un tel, je suis cousine à un tel, et que telle branche de la famille a épousé telle autre branche de telle famille, et que comment que nous sommes liés à un tel et un tel. Donc, on trouvait que, disons, il y avait un grand risque que le lecteur pouvait se détacher et se désintéresser
de la lecture de l'ouvrage avec tous ces éléments qui étaient évoqués qui ne pouvaient pas être de grand intérêt pour lui. Donc c'était pas des éléments d'intérêt public. Donc c'est non, pas une volonté chez vous quand même d'enlever des parties compromettantes. Absolument pas. Au contraire, tout ce qui a été de caractère public et son service public, et son travail au sein des différents gouvernements et ses analyses de ces gouvernements, ses commentaires, ses jugements sur la société haïtienne de l'époque, nous n'avons absolument rien retranché, nous l'avons laissé dans son intégralité et dans le côté tout à fait cru et de certaines observations de Thomas Madiou et nous n'avons, ça veut dire son jugement sur le clergé et son jugement sur le vaudou, nous n'avons rien retranché. Et nous sommes certains que la lecture de ce texte, en fonction du lecteur, fera l'objet de louanges, mais aussi de critiques acerbes, en fonction de sensibilité et respective des différents lecteurs de l'ouvrage. Et ce n'est pas notre rôle de porter du jugement là-dessus. Et Thomas Madiou est un homme, un historien et un homme politique haïtien d'envergure. Et il tient à lui seul. Il n'a pas besoin du support ou des béquilles de ses descendants. Donc, à la postérité et au public haïtien, aux lecteurs, de porter leur jugement sur la qualité de ce texte que, personnellement, j'estime de grande valeur et qui peut prêter à maintes réflexions. Alors, Peter Frisch, on constate dans le livre que Thomas Madiou, il a travaillé vraiment, tous les gouverneurs pratiquement ont fait appel à lui. Ben, en effet, car dès l'instant qu'il est revenu de France où il avait fait ses études, à l'époque de la présidence de Boyer, et il retourne en Haïti, et à partir de cet instant, il rentre dans la fonction publique. Il devient commis de l'État. Par rapport à sa formation, et il est appelé dans les 3 semaines qui suivent son retour en Haïti après ses études, à être le secrétaire particulier de Balthazar Inginac, qui était vraiment un personnage central dans le gouvernement de Boyer. En plus de ça, il s'est retrouvé extrêmement proche de la présidence de Boyer, puisque son propre père s'était marié à une nièce de Boyer. Et lui, Thomas Madiou, n'était pas un parent ou un descendant de Boyer, puisqu'il était issu d'une première union de son père. Mais après le décès de la mère de Thomas Madiou, il avait épousé la nièce de Jean-Pierre Boyer, ce qui faisait du père de Thomas Madiou un proche du cercle familial de Boyer. Et à partir de cet instant, Thomas Madiou n'a jamais cessé d'être un commis de l'État, de servir au sein de l'administration publique. Et de même être à maintes reprises ministre dans différents gouvernements de Geffrard, de Sage Saget, de Michel Domingue. Il a servi également Faustin Soulouk, l'empereur Faustin Ier. Et il était à l'époque rédacteur des actes du gouvernement, il était directeur du Moniteur. Donc c'est quelqu'un qui, à travers ses fonctions, et lui ont ouvert les portes aux archives aussi de la République, qui lui ont permis de pouvoir écrire son histoire d'Haïti. Et hormis les témoignages et ses visites sur les sites à travers ses fonctions, lorsqu'il accompagnait les différents chefs d'État et dans leur tournée à travers le pays, ceci lui a permis de visiter et de connaître personnellement les hauts lieux et de l'histoire nationale pour pouvoir, de par lui-même, en faire les descriptions. Il a eu la chance, comme il le dit dans son autobiographie, d'avoir vécu à une époque où beaucoup de ceux qui avaient connu l'époque de la Révolution et de la guerre de l'indépendance, et d'être encore vivants et de pouvoir relever leurs témoignages.
un peu une sorte de précurseur de Roger Gaillard, qui a utilisé la même méthode lorsqu'il a écrit son histoire sur l'occupation américaine et la résistance Kako, dans sa collection Les Blancs débarquent. Il y avait peu d'écrits et il a fallu qu'il fasse appel aux témoignages des survivants de cette époque pour pouvoir écrire sa collection Les Blancs débarquent. Et Thomas Madiou a usé en son temps également, un siècle plus tôt, de cette même approche académique de pouvoir questionner. Donc, j'ai vu par exemple sous le gouvernement de Geffrard, il a quand même pu dire la vérité au président de la République dont il était proche quand même. Ah oui, non, là c'était un homme qui a toujours été extrêmement direct et qui a toujours eu un franc-parler. Et c'est à se demander comment que quelqu'un qui n'avait pas froid dans les yeux et qui disait tout cru et directement au chef de l'État ce qu'il pensait, et comment a-t-il pu mener sa barque et dans un environnement aussi difficile et parfois dangereux. Mais c'était la nature de Thomas Madiou et il pouvait servir un gouvernement et critiquer les décisions de ce gouvernement lorsqu'il les jugeait inopportunes, inappropriées et sévères, sanguinaires, car lui, ce n'était pas sa nature. Alors, il a travaillé aussi avec Soulouk. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, à la fin du gouvernement de Soulouk, il a dû faire très attention et être très vigilant et a dû vraiment veiller à tous ses gestes et tout ce qu'il disait lorsque Geffrard se révolte contre Faustin Ier. Parce qu'il se trouve que le propre frère de Thomas Madiou était marié à la fille de Geffrard. Donc ce qui faisait de Thomas Madiou une sorte d'allié de Geffrard. Et automatiquement, Soulouk a développé des suspicions que est-ce que Thomas Madiou, qui était dans son pouvoir, n'était pas en quelque sorte de connivence avec cette révolution en marche pour le renverser. Donc c'était très délicat. Et c'est d'ailleurs Thomas Madiou qui a dû s'organiser pour mettre à l'abri son propre frère qui risquait de disparaître sous les ordres de Soulouk. Oui, c'était un peu une situation embarrassante et un peu compliquée, parce qu'on sait quand même ce que représentait Faustin Soulouk. Absolument, absolument. Et à travers cette autobiographie, on voit également sa position vis-à-vis, à l'époque, il considère les infractions du clergé vis-à-vis du concordat et comment qu'il a eu à être vraiment très rude et avoir de gros conflits avec Dukosquer et avec Jean-Marie Guillou également. On voit à travers cette histoire et cette autobiographie les problèmes auxquels il était confronté avec son propre beau-frère et Boyer Bazelet, et parce qu'ils étaient dans des camps politiques opposés. Donc tout ceci fait de ce livre-là vraiment une lecture succulente. Et je pense que le lecteur y découvrira vraiment beaucoup d'informations nouvelles. Et d'ailleurs, lorsque avant-hier, il y a eu la Société haïtienne d'histoire à faire une conférence débat à l'occasion de la parution de ce livre. Et quelqu'un comme Pierre Buteau a eu à dire que ce livre-là lui a permis à se questionner et à remettre en question certains points de vue qu'il avait sur des faits de l'histoire d'Haïti. Comme l'affaire Domingue, par exemple. Absolument, absolument. Alors, mais Thomas Madiou, il a écrit ce qui s'est passé sous le gouvernement de Domingue. Ah oui, absolument. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui n'a duré que 2 ans. Mais tout ce qui s'est passé, il était ministre à l'époque et il a vécu de très près tous les événements qui se passaient
et à l'époque de Domingue, le rôle de Septimus Rameau et dans ce gouvernement et les luttes vis-à-vis du parti libéral et le travail de SAP que le parti libéral tentait contre le gouvernement de Domingue, les réactions brutales et sanglantes de Domingue et de Septimus Rameau et contre le parti libéral à l'époque. Et à travers l'autobiographie de Thomas Madiou, on voit il présente dans un luxe de détails et la chute de Domingue et les implications de cette chute sur lui, sa personne en tant que ministre du gouvernement et qui le porte à l'exil justement à ce moment-là. Ouais, l'histoire quand même concernant quand on transportait les caisses d'argent, etc. Donc, Ah oui, tout à fait, ça veut dire. Mais il faut pas trop dire dans cette interview. Il faut laisser le lecteur aller à la découverte de tout ce qui s'y trouve. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que Thomas Madiou, on a fait appel à lui pratiquement dans tous ses gouvernements. Et qu'est-ce qu'on peut déduire, Peter Frisch, à travers ces décisions prises par ses chefs d'État? J'imagine l'empereur Faustin Soulouque qui fait appel à lui, d'autres dirigeants qui arrivent au pouvoir et qui font appel à lui. Bon, ma lecture, c'est que d'autres pourront avoir peut-être une autre opinion là-dessus, mais tous ces gouvernements ont toujours été à la recherche de personnes compétentes et à appeler au sein des gouvernements qui devaient mener la chose publique. Et Thomas Madiou était de toute évidence une grosse pointure en matière de compétences, quelqu'un qui avait écrit son histoire d'Haïti déjà, était quelque part de grande notoriété, était d'une grande renommée dans le pays et même à l'international. Et les gouvernements qui accédaient au pouvoir, c'est-à-dire les présidents qui accédaient au pouvoir au gré des luttes qui se sont succédées en Haïti, et faisaient toujours appel et recherchaient toujours à avoir la compétence, mais d'avoir Thomas Madiou avec eux. C'était un sésame d'avoir un Madiou fait partie de mon gouvernement. Et Madiou avait toujours le côté où ce désir de servir, que lui avait la conviction qu'il pouvait mieux servir les intérêts de l'État et de la nation et de l'intérieur que de l'extérieur, qu'il pouvait impacter les choses ou infléchir certaines actions politiques ou des actions de l'État en étant de l'intérieur. Et il réussissait souvent à obtenir gain de cause à plusieurs occasions. Il n'arrivait pas à atteindre ses objectifs, ce qui aussi le frustrait pas mal. Mais prenons le cas par exemple de Soulouque. Il a fini par servir Soulouque au tout début, je dirais plutôt par crainte de Soulouque. Parce que Soulouque lui avait déjà proposé un poste qu'il avait refusé. Et sachant la nature de Soulouque, lorsque Soulouque est revenu à lui pour lui proposer à nouveau un poste, il s'était dit que s'il refusait à nouveau, il risquait de subir les affres de Soulouque qui aurait pu le considérer comme un opposant. Donc, il a accepté, mais Soulouque recherchait effectivement en lui une compétence. On a toujours dit dans l'histoire que Soulouque était un illettré, quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, qui avait juste appris à signer son nom. Mais quoi de mieux pour pouvoir, face à une telle situation, avoir quelqu'un de grande compétence de l'écrit pour pouvoir rédiger les actes. Et d'ailleurs, Thomas Madiou fut nommé par Soulouque rédacteur des actes officiels du gouvernement et directeur du Moniteur, qui était l'institution qui publiait toutes les lois
et tous les actes qui sortaient du pouvoir. Quand on lit aussi l'autobiographie de Thomas Madiu, on constate que vraiment, il y a des faits qu'ils évoquent, il y a des commentaires qu'il produit. Donc, c'est comme quoi qu'on était en 2017. Et c'est vrai, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons opté à la Maison des Champs de publier cette autobiographie. C'est que à travers sa lecture, nous constatons que quand même, notre société n'a pas beaucoup changé en 200 ans. Donc, nous retrouvons nos mêmes grandeurs et nous retrouvons nos mêmes faiblesses, nos mêmes travers. Et c'est un ouvrage qui, j'ose espérer, pourra interpeller nos contemporains, interpeller les décideurs actuels, interpeller la jeunesse haïtienne, pour voir que vraiment, est-ce le bon chemin? Est-ce dans les comportements qui ont existé et qui tendent à se perpétuer de génération en génération, est-ce que c'est le bon chemin pour Haïti? Il y a parfois des historiens qui disent que Madiu a été trop gentil avec les gentils à classe et très dur par rapport aux autres gouvernements, aux autres dirigeants haïtiens. Non, je ne trouve pas, parce qu'au contraire, il a servi toutes sortes de gouvernements. Ça veut dire, si on veut parler en termes de classe, Madiu n'a pas servi que des gouvernements bourgeois ou des gouvernements mulâtres. Il a tout aussi servi des gouvernements issus de présidents issus du peuple et des présidents noirs. Donc, au contraire, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout attaché à une décision sur la base de classe ou de couleur. C'est quelqu'un qui était profondément nationaliste, qui était profondément haïtien, et ce qui comptait pour lui avant tout, c'était Haïti. Et même à travers cette autobiographie, il peut être critique de toutes les classes. Ça veut dire qu'il n'est pas plus laxiste vis-à-vis de la classe des commerçants et plus rigoureux vis-à-vis de la classe des agriculteurs, par exemple. Ça veut dire qu'il présente des faits. D'ailleurs, cette autobiographie est comme son histoire. C'est un historien qui relate, qui raconte des faits. Et il ne les juge pas, au lecteur de les juger, d'évaluer ce qu'il évoque comme vécu, et les expériences qu'il rencontre, et son jugement qu'il y porte. Et il peut autant être critique d'un Boyer et d'un Geffrard qu'il ne peut être critique d'un Soulouk et d'un Domingue. Ça veut dire il n'est pas plus rigoureux envers l'un qu'envers l'autre. Et je pense que c'est ce qui, au moins, lui donne sa qualité, que ce n'est pas quelqu'un qui agit avec parti pris. Il a un parti pris, c'est Haïti. Et c'est le devenir d'Haïti. Donc vraiment, c'est un ouvrage à lire. Merci, Peter Frisch. Absolument, et j'invite à le lire. Et pour moi, je le considère comme une sorte de suite de son histoire d'Haïti, bien qu'il est rédigé d'une façon autobiographique. Donc, il se trouve quand même au centre de son récit, tout en s'arrangeant pour s'effacer le plus que possible. Mais son histoire d'Haïti, en 8 volumes, qui s'arrête à 1843, son autobiographie qui touche surtout la période à partir de Soulouk et jusqu'à Domingue, on peut le considérer comme un peu la suite de cette histoire d'Haïti, une histoire d'Haïti dans laquelle il a été acteur, il a été contemporain des événements et il a participé à ces événements. Les 2 seuls gouvernements de cette période qu'il n'a pas servi, c'était Salnave et Boiron-Canal. Effectivement, après son retour d'exil, lorsque Salomon a accédé à la présidence, il est à nouveau devenu ministre de Salomon.
il n'en parle pas dans son autobiographie, mais afin de pouvoir donner un aperçu du vécu de Thomas Madiou de cette période-là, et nous avons fait le choix de publier, et à la suite de son autobiographie, les lettres qu'il écrivait à son fils Léonce Madiou, qui se trouvait en France, où il témoignait du vécu et de tous les événements et politiques qui se passaient en Haïti, et de la fin de la présidence de Boiron-Canal et jusqu'à l'accession de Salomon à la présidence. Alors, 3 minutes, on a aussi publié les 2 tomes, l'histoire d'Haïti de Jean Fouchard cette semaine. Absolument, et en même temps que l'autobiographie de Thomas Madiou, nous avons fait un coup double. Nous avons publié une autre œuvre inédite, magistrale, majeure, qui est l'histoire d'Haïti de Jean Fouchard et de regretter mémoire, et encore un grand historien, et celui-ci du XXe siècle, qu'on appelle de la nouvelle école des historiens haïtiens, qui avait, avant de mourir, écrit son histoire d'Haïti 1492-1990. Donc il se voulait être 500 ans d'histoire d'Haïti, et qu'il écrivait et qu'il le faisait pour la jeunesse haïtienne. Et c'est un monument de volume, celui-là, mais qui permet de donner un grand aperçu de l'histoire d'Haïti. Le premier volume couvre la période allant de l'arrivée de Christophe Colomb, le devenir des populations indigènes, et l'arrivée des esclaves, la période espagnole, la colonie française et la révolution pour aboutir à l'indépendance d'Haïti. Et le volume 2 est la période haïtienne à proprement parler à partir de 1804. Et les expériences et les situations qui se sont présentées en Haïti pendant toute la période haïtienne. Et le grand intérêt de ce livre, encore une fois, écrit par un historien, Jean Fouchard, très nationaliste et très amoureux de son pays, et qui a toujours cru fort en Haïti et dans la jeunesse haïtienne. Il voulait que ce livre soit aussi un peu un témoignage du positif et de ce qu'a accompli Haïti. Aujourd'hui, dans l'Haïti d'aujourd'hui, on a toujours tendance à critiquer, à voir le mauvais côté des choses, le verre est à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et Jean Fouchard se voulait de rédiger un livre qui présente vraiment, sans cacher les revers et les travers dans l'histoire d'Haïti, mais aussi toutes les prouesses et tout ce qui a été réalisé, toutes les tentatives qu'il y a eu en Haïti pour mener ce pays sur le chemin du progrès. Et c'est un livre qui malheureusement est resté dans ces tout derniers chapitres un peu inachevé, parce que la rédaction a été coupée par sa maladie et sa mort en 1990, mais ça n'enlève nullement toute la qualité et la saveur de l'œuvre. On retrouve dans ces 2 ouvrages de Jean Fouchard qui étaient restés inédites, et que nous remercions ces 2 filles héritières d'avoir consenti à ce que nous puissions publier ce dernier ouvrage de Jean Fouchard. C'est une reconnaissance de cet historien et du travail monumental qu'il a accompli, car il a eu à écrire beaucoup d'œuvres qui marquent l'historiographie haïtienne, comme Les Marrons du Syllabaire, Les Marrons de la Liberté. Et ce livre-là, je pense, plaira aussi énormément au lectorat. Quelque part, il remplit un certain vide
que l'on avait au niveau des bibliothèques haïtiennes et de l'histoire d'Haïti. Et toutes les fois que quelqu'un me demandait, mais est-ce que tu peux me recommander un livre sur l'histoire d'Haïti où rapidement je peux avoir un aperçu global, c'est quoi l'histoire d'Haïti? Et cet ouvrage, écrit par un Haïtien, un historien haïtien, faisait défaut. Il se trouve que il y a des histoires d'Haïti, mais où en un volume, on a un aperçu de l'histoire d'Haïti, mais qui ont plutôt été écrits par des étrangers et qui ont un regard extérieur ou un regard qui parfois peut peut-être même être biaisé par rapport à la sensibilité de cet historien étranger non haïtien. Alors là que Jean Fouchard est un historien authentiquement haïtien, très nationaliste, amoureux de son pays, et qui, à travers ces 2 volumes, maintenant, si quelqu'un me demande quel livre que tu me recommandes, qui me donnera un aperçu rapide sur l'histoire d'Haïti, une fois que je l'aurai lu, je sais c'est quoi Haïti, je sais ça a été quoi le parcours du peuple haïtien, je pourrais recommander ce livre de Jean Fouchard. Encore une fois, merci beaucoup, Peter Frisch. Merci, Rothschild. Bob McGuire, c'est un professeur à une université aux États-Unis, George Washington University, ou très connu dans le dossier haïtien. Qui ça qui t'a poussé nous écrire livre ça? Rouron Seydi, qu'est-ce qui est propriétaire Haïti? Bon, nous avons une chance pour poser question ça parce que nous avons fait une série de réflexions sur l'impact de l'intervention internationale, pas juste dans le militaire, mais dans la religion, dans l'agricole, dans le développement, dans la politique, etc. Et nous t'attendions dans 2010 et 2011, nous te parlons d'un certain candidat pour présidence qui dit que Haïti a besoin de plus d'espace entre Haïti et la communauté internationale. Et c'est ça la baille Haïti s'il est le président. Ça, c'était M. Martelly qui avait fait ça. Alors, nous avons fait une série de réflexions. Nous avons pensé qu'il a mérité une bonne réflexion sur la question ça, who owns Haiti, qui est propriétaire d'Haïti ou bien, puis fort, qui met Haïti. Pour analyser ça dans tout aspect, religion, politique, etc., dans un seul livre. C'est comme ça que nous avons décidé de faire ça. Alors, M. McGuire, qui ça nous joint dans le livre ça? Qui est-ce qui est propriétaire Haïti, dans quel domaine, etc.? Qui ça ressorti dans le livre ça? Bon, est-ce que vous demandez en effet qui répond sur la question ça? Bon, l'intéressant, nous avons joint en pire réponse aux questions ça. Nous avons gagné, même Haïtiens, même qui dans la diaspora, qui dit nous que Haïtiens propriétaires de rien en Haïti. Il y a une certaine frustration, il y a fâché avec comment international descend en Haïti et contrôler le pays. Mais nous joignons dans le livre ça une série de bels exemples. Comment face à pression ça, Haïtiens réussissent pour continuer à mettre le pays à même. Mais c'est toujours un défi. Il y a des gens dans le livre ça qui écrit une petite analyse sur l'affaire de marronnage, comment Haïtiens besoin de pratiquer une stratégie de marronnage pour assurer qu'il va continuer à mettre le pays. Alors, dans le livre, le monde qui met Haïti, c'est étranger, c'est haïtien, c'est qui est-ce? Bon, c'est un... OK. Bon, pas une réponse claire, parce que c'est déjà en face-à-face, déjà on essaie de l'un pour bailler pouvoir sur l'autre, pour prendre pouvoir sur l'autre. Mais je crois que finalement, c'est toujours haïtien qui est propriétaire d'Haïti, surtout parce que c'est pays d'Haïti, c'est pays d'haïtien.
Sauf que il est toujours obligé, confronté, parce que c'est un État qui est faible, il est toujours besoin de confronter mon en dehors de pays étrangers, qui croient que Haïti c'est un pays faible, nous allons descendre en Haïti, nous allons contrôler Haïti, même si dans le sens de religion, même si dans le sens agricole, même si dans le sens de politique de développement, ou bien élection, etc. Alors, dans le livre ça, et que nous écrit Ron Seydi, qu'est-ce qui est propriété Haïti, et nous abordons le chapitre aide là, vous imaginez, aide internationale. Oui, c'est moi-même qui écris le chapitre ça, parce que moi je travaille pour plus que 20 ans pour une petite fondation américaine qui est la Fondation interaméricaine YAF, qui finance des petits projets de développement communautaire. Alors, analyse, moi j'ai fait dans le chapitre ça. Bon, je voulais pour le monde qui a lu ça, pour analyser ça, mais en bref, c'est que le monde qui baille aide, pas voulait bailler contrôle aide là, au monde qui bénéficiait de aide là. Ils voulaient continuer à contrôler lui jusqu'à la fin du processus. En pile aide ça, il pas dépensé en Haïti. Les dépenser en dehors, les dépenser sous d'autres experts, etc. Et même dans le chapitre, moi j'ai analysé comment même le gouvernement Martelly a essayé de contrôler l'aide, puis faute. Ils ont créé un bagage qui veut les CAED. Mais international, ils ne sont pas d'accord pour le contrôle de l'aide à CAED. Et moi, j'ai analysé pour qui ça. Alors, dans le chapitre, moi. Donc, en clair, aide là, pas qu'à aider vraiment à développer Haïti, si je peux parler comme ça, Robert Maguire. Bon, le problème que j'ai avec aide, c'est toujours un projet. Projet. Nous tendons un peu de monde qui dit projet PAM, projet PIA. Mais d'expérience moi-même, mon projet en créole en Haïti, qui définition les gagnants, projet c'est un moyen pour jouer un cob. Alors projet pas capable de développer PIA. Ça qui est nécessaire, c'est un processus des activités qui a continué même après l'argent décaissé pour améliorer la situation, la vie politique, sociale, économique, ou qu'à jouer un différent développement comme ça. Dans le livre, ça nous parlait de l'élite haïtienne, bientôt. Bon, oui, nous avons un chapitre là qui est écrit par un certain François Pierre-Louis, qui est bien connu en Haïti. Il a analysé comment certaines parmi l'élites d'Haïti travaillent en concert avec international pour essayer international jouer un objectif. Oui, il y a une analyse dans ça et c'est un chapitre François Pierre-Louis sur l'affaire des élections. Alors, Robert Maguire, qui leçon nous sommes capables de tirer de livre ça? Qui conclusion nous sommes capables d'aboutir à livre ça? Vous en avez qu'est-ce qui est propriété Haïti, je veux dire? Conclusion, livre ça gagne une conclusion. Il y a un aspect de conclusion, c'est que il y a un manque de participation de haïtiens, de toute qualité d'haïtiens, dans décision qui fait sous pays, pour pays, sous pays. Il faut que les gens qui veulent aider Haïti fait décision. Avant de faire décision, ils viennent en Haïti, ils chitent parler avec toutes différentes qualités de monde en Haïti, tout le monde à niveau socio-économique dans le pays. Avant de faire décision, comment ils veulent aider Haïti. Ça, c'est une conclusion. Il y a plusieurs autres, mais dernièrement, on m'a dit que parmi nous qui écrivent ça, nous comprenons l'importance en Haïti
les mondes disent honneur, respect. Mais si Haïti a besoin d'un vrai respect de communauté internationale, il faut que la communauté internationale vraiment dise honneur pour Haïti et respect pour Haïtiens. Alors, qui rôle que le gouvernement, autorité haïtienne est capable de jouer justement pour faire respecter, parce que c'est pas facile, parce que aide là, il y a besoin d'aide là et en même temps, il y a besoin de faire respecter. Comment est capable de jouer un équilibre ça, Robert Maguire? Yeah. Question ça, il y a quelques aspects dans le livre ça qui entrent dans ça, mais surtout par exemple à faire ça qui passe dans les derniers 5 ans en Haïti, et nous désolés en tout cas que leader en Haïti il pas fortement travail pour tout Haïtien yo. Il y a une tendance que leader yo il a cherché premièrement bénéfice pour eux-mêmes, politique pour eux-mêmes, et il a oublié pour assurer faire représentation de tout le pays. Alors, en conclusion, Robert Maguire, livre ça, donc, on publié le One City, donc, il y a plusieurs personnes qui participent dans la rédaction, on voit ça. Donc, le soin haïtien capable de tirer, c'est que, vraiment, il faut que le travail pour payer un vin plus indépendant, et etc., pour payer un capable mieux, et puis pour diminuer l'aide internationale. Oui. Je crois qu'ici, il y a une pile bonne expérience qui était passée avec l'organisation d'élections qui fait passer là. Tu as gagné d'après moi, l'analyse me fait là. C'était après Haïtiens prend charge, contrôler l'élection, organiser l'élection, ils ont réussi. Parce que les gens qui organisent l'élection, ils comprennent la situation, ils ont fait un travail plus bon. Ils ont une certaine confiance dans le processus. Ça. Alors pour moi, c'est une expérience qui est importante pour le monde international comprendre ça. C'est qu'ils ont besoin de travailler avec Haïtiens, pas pour Haïtiens, pas Haïtiens job pour faire, mais travailler avec Haïtiens, bras à bras, comme partenariat, et Haïtiens plus responsabilité pour gérer le pays, affaires dans le pays. En clair, il faut que pas imposer solution à Haïtiens, donc il faut qu'Haïtiens soient partie prenante de solution. C'est ça. Pour trop longtemps, il y a un monde international qui dit que Haïti, c'est pas compliqué, on a imposé une solution, nous, sur Haïti. Nous avons besoin de finir avec ça. Merci beaucoup, Robert Maguire. Merci en pile, c'était un plaisir. Alors, nous avons avec nous M. Coyne de Smithsonian qui est actuellement en visite en Haïti et vous étiez venu quand même assister à la présentation de ce board pour les conservations au niveau de la musée, au niveau de l'université Quisqueya. So, could you tell us more about the Smithsonian? What is the importance of the organization in the world? The Smithsonian is the National Museum of the United States. So most of the museums are located in Washington. We get about 30 million people a year from all over the world. And our museums cover everything from ancient and contemporary art to spaceships, the space shuttle, to icons of our American history like George Washington's uniform and Abraham Lincoln material, and also popular culture. Alors la Smithsonian, c'est le grand musée donc de Washington DC, qui est pratiquement le musée des États-Unis. Ils ont à peu près 32 000 musées indépendants. Ils reçoivent en moyenne entre 30 et 40 millions de visiteurs par an. Et ils ont des musées sur l'art, sur l'histoire, sur l'aéronautique et sur le musée africain-américain et le musée américain et indien et sur l'ensemble du mall. So it's a huge organization. Could you tell us about the budget, le budget? The budget of the Smithsonian is about $1.5 billion a year. Et le budget de la Smithsonian est $2,500 millions l'an. It has about 6,500 employees.
and it takes care of 155 million art objects, artifacts, and other items documenting human history and culture as well as our natural world. Ils ont 6500 employés et 155 milliards d'objets d'art, de culture et de patrimoine du monde. So it's a big organization. It also does a lot of research, and we do everything from cultural research on the origins of human beings to discovering new planets. Et il y a un département aussi de recherche dans la Smithsonian et ils font des recherches aussi vastes que où est le commencement du monde, où est le commencement de la civilisation, où est le commencement des personnes et des hommes. Et en même temps, ils font des recherches sur l'espace, à la recherche de nouvelles planètes. Alors, it's financed by the government, c'est financé par le gouvernement? It's about 60% comes from the government, and the other 40% comes from donations, from foundations, from philanthropic gifts, membership, and so on. 60% du budget est financé par le gouvernement américain, mais 40% du budget relève de dons et d'activités économiques générées par les personnes, par les associations, par les fondations qui font des dons au Smithsonian. Smithsonian has a magazine that's one of the largest circulation magazines in the United States. It has a television channel that reaches about 40 million households. So it also it has a recording company, so it puts out recordings of music and traditional culture from around the world. La Smithsonian donc a un journal, et une revue internationale, a une station de télévision qui est perçue par à peu près 40 millions de personnes. Et aussi, ils ont un studio de musique où ils essaient donc de développer et de capter l'expression musicale des traditions orales et des traditions des États-Unis et du monde. Could you tell us more about the cooperation between Smithsonian and Haiti, la coopération entre la Smithsonian et Haïti? Well, it goes back a long way, and in more recent history, I would say we cooperated with Haiti in 2004 to mark the bicentennial of Haitian independence. And that resulted in a very big program bringing about 150 Haitian artists, craftspeople, cultural exemplars to the National Mall in Washington to show their culture to about 1 million visitors. Et donc la relation avec Haïti remonte à très longtemps, d'après moi jusqu'à 1865, mais les dernières manifestations de cette coopération, c'est d'abord en 2004 pour le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, où la Smithsonian a mis à la disposition du gouvernement haïtien le mall où nous avons donc présenté la culture haïtienne. Et deuxièmement, à la suite du tremblement de terre de 2010, la Smithsonian est intervenue avec l'État haïtien et la société civile haïtienne pour préserver et conserver 32 000 objets à la suite donc de ce tremblement de terre. That event in Washington cemented a lot of relationships between the Smithsonian and our colleagues in Haiti and in various institutions in Haiti. And so after the earthquake, we made use of those relationships to help Haitian organizations save many of the cultural items, much of the patrimony that was threatened by the earthquake. Cette activité donc a cimenté la relation entre Haïti et les différentes institutions de la Smithsonian, et aujourd'hui nous continuons cette coopération et cette activité. The cooperation between Quisqueya and So the project after the earthquake lasted about 2 years. We trained about 150 people in conservation, first aid, and we saved about 35,000 objects. But we needed to continue that process because to care for Haitian patrimony takes ongoing work. And so we looked for an organization that could help carry that effort forward, and that was Quisqueya University. Jackie Lamarck showed remarkable leadership, and he said, let's do this at a university where we could train students and where we would be respected
as a neutral party with the various museums and cultural organizations to help people take care of and conserve their culture. Cette première activité devait être suivie par d'autres activités et il nous fallait avoir une relation particulière avec l'université de Quisqueya qui est devenue donc le partenaire du Smithsonian Institution. Et dans ce partnership, nous avons réussi à monter un centre de conservation et de biens culturels, non seulement ce qui a trait à la capacité du centre de continuer à former des techniciens et des Haïtiens dans le programme de conservation et de préservation d'objets artistiques, mais surtout avoir un outil qui permettra éventuellement d'adresser le problème de conservation des objets en Haïti à travers un centre où il y a un laboratoire et des techniciens valables qui y travaillent. Donc c'est absolument important de conserver ces biens culturels. It's important to... Yes, I mean most countries in the world want to conserve and preserve their culture because it gives their people, their population, even their young people, a sense of identity and who they are. C'est obligatoire de conserver et de préserver les biens du patrimoine d'un pays parce que c'est à travers ce patrimoine que les personnes et les Haïtiens en particulier puissent garantir leur identité culturelle. Look at the opposite of that. So in the Middle East, we face a crisis where you have ISIS, a terrorist organization that's destroying people's patrimony. Why? Because they want to destroy their spirit and their identity. Regardons la question de l'autre côté de la barricade. Par exemple, en Syrie aujourd'hui, vous avez ISIS qui est en train de détruire le patrimoine national d'un pays dans l'esprit de casser l'identité donc des personnes de ce pays de manière à pouvoir influencer leur destin et à les diriger vers d'autres solutions. Mr. Cohen, quickly, you said something very important. You said in 1862 there was an activity and Abraham Lincoln. Could you tell us? Yeah, Wendell Phillips was a preacher. He gave a speech at the Smithsonian about how Toussaint Louverture was a greater national leader than Abraham Lincoln and George Washington because he led the independence of his country and he abolished slavery. And after giving that speech at the Smithsonian, Mr. Lincoln was there. Mr. Lincoln asked him to give that up at Congress, and then that's when the United States, in 1862, officially recognized Haiti. En 1862, Wendell Phillips, qui était un professeur, qui était un prêtre de religion, a fait un discours dans le Smithsonian Institution devant Abraham Lincoln en 1862, où il a affirmé et il a dit ouvertement que Toussaint Louverture était le plus grand leader de l'Amérique parce qu'il a réussi à faire et la création d'un État et la libération des esclaves, alors que George Washington, lui, n'a créé qu'un État, et Abraham Lincoln, des années plus tard, a aboli l'esclavage. Maintenant, Abraham Lincoln demande à M. Phillips de faire cette conférence au Congrès américain, ce qui est fait en 1862, et à la suite de la conférence de M. Wendell Phillips, les États-Unis ont finalement reconnu l'indépendance d'Haïti. Thank you. Thank you so much. Thank you. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 4 invités aujourd'hui. Tout d'abord, le ministre brésilien des Affaires étrangères, M. Nunes Ferreira, M. Peter Frisch de la Maison des Champs, le professeur américain Robert McGuire et puis M. Richard Conan de la Smithsonian Institute. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette émission. La reprise est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.